Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là, si nombreuses et nombreux, pour assister à cette rencontre intitulée « Les publics du théâtre ». Rencontre qui s'inscrit dans un cycle qui a débuté le 29 janvier et qui se terminera le 11 juin 2025. Ce cycle réunit le Collège de France et la Comédie Française, deux institutions qui ont en commun un public nombreux et fidèle, aujourd'hui non seulement physique, mais également numérique, résolument attaché à ces maisons de culture, de savoir et de transmission. Ce soir donc, on casse le quatrième mur pour s'intéresser au public du théâtre, à la fois dans leur diversité et leur désir de faire corps, ici et maintenant, le temps de la représentation. Le lexicographe Richelet, en 1680, date de fondation de la Comédie Française, définit le public comme, ouvrez les guillemets, le gros de la multitude. Quelques chiffres donc pour quantifier cette masse informe. Une troupe, 3 salles basées à Paris, 845 levées de rideaux, 360 000 places occupées, 22% du public de moins de 28 ans. Si ce gros de la multitude a une existence visible, réelle, force est de constater que le public recouvre une réalité hétérogène, composite, car composée d'une multitude de publics, comme le grand public. Autre nom pour désigner le public individuel, le public encarté, détenteur de fameux passes. Le protocole, autre nom pour pointer les personnes officielles vis-à-vis desquelles des règles d'étiquette sont à observer. Les mécènes, les publics en situation de handicap, le champ social, mais aussi le jeune public, à distinguer du public jeune, l'un recouvrant les moins de 16 ans, l'autre les moins de 28 ans. Simul et singulis, être ensemble et être soi-même, pourrait être la devise des publics de théâtre. Mais si l'on est réunis ce soir pour évoquer les publics de la Comédie Française, c'est sans doute parce que celui-ci a une existence, une histoire multiséculaire consignée dans des registres de recettes remontant, fait exceptionnel, à la fondation de la Comédie Française. Les peintures qui ornent les murs du théâtre, autant dans les parties publiques que dans les parties privées, inscrivent souvent le public au premier ou à l'arrière-plan de la représentation, plaçant l'acte de réception en lien direct avec l'acte de création. C'est donc les publics que l'on vous propose d'explorer ce soir avec nos deux invités, Florence Nogrette, professeure à Sorbonne Université, historienne du théâtre, autrice notamment du Plaisir du spectateur de théâtre et membre du comité de lecture de la Comédie Française, et Éric Ruff, comédien, metteur en scène, scénographe et administrateur général de la Comédie Française. Alors pour ouvrir cette rencontre, j'aimerais donner la parole à Éric Ruff pour aborder le rapport scène-salle à la Comédie Française. Éric Ruff, de l'acteur que vous étiez à votre arrivée en 1993 en tant que comédien à l'administrateur général que vous êtes devenu en 2014, votre regard a-t-il changé sur le public ? Alors, Marine s'occupe des actions éducatives, Marine Jubin à la Comédie Française. Tu ne t'es pas présentée. Oui, j'étais, lorsque je suis rentré à la Comédie Française, du côté du gros de la multitude. Je ne connaissais pas cette expression qui est assez belle. On a coutume, entre acteurs, de qualifier le public d'une façon un peu rapide, je dois vous l'avouer. Ils sont bons ou ils ne sont pas bons. Et très souvent, quand on a un camarade qui fait partie de la première scène du premier acte et que vous ne rentrez qu'à la troisième scène du second, vous demandez toujours « ils sont comment ?» Voilà. Un peu comme la température de l'eau d'un bain.
à savoir est-ce qu'ils portent ou est-ce qu'ils ne portent pas. Et on dit, alors de temps en temps, il y a les tubards aussi, c'est-à-dire ceux qui toussent, une assemblée qui tousse énormément, on se dit c'est des tubards ce soir, on est capable de dire ça. Et alors c'est assez drôle parce qu'on qualifie, alors à la Comédie Française, 870 personnes et quelques, on les unifie voilà, d'une formule un peu rapide, mais il est vrai que lorsque vous êtes sur le plateau, il y a quelque chose, je ne sais pas comment se fait cette chimie, mais il y a des bons publics attentifs. De temps en temps, peut-être que nous, on est meilleurs aussi, qu'on crée les conditions d'une écoute plus grande. Il n'empêche que, de temps en temps, il y a comme un accord tacite entre un public qui développe des qualités d'écoute assez extraordinaires, alors que la veille et le lendemain, ça n'est pas le cas, et que de temps en temps, et ça n'a rien à voir avec est-ce qu'il y a des scolaires dans la salle, pas de scolaires dans la salle. C'est on a quelquefois... Vous savez ce que c'est qu'un acousticien, il y en a beaucoup dans les théâtres, et à chaque fois qu'on fait des travaux dans les théâtres, les acousticiens sont pratiquement les médecins de Molière, ils ne sont jamais d'accord sur la physique pourtant d'une salle qui est toujours la même. Et il n'empêche qu'on a quelquefois l'impression, et je pense que ce n'est pas une impression, de temps en temps, lorsque vous jouez, vous êtes obligé de faire autorité sur un public, et ça ne marche jamais d'ailleurs. Le réflexe est plutôt de baisser la voix pour attirer l'attention du public plutôt que de forcer la chose. Mais il nous arrive, moi il m'est déjà arrivé, alors peut-être que je m'illusionne, mais j'ai pas reçu de courrier, donc ça devrait aller. Il m'est arrivé de pouvoir parler extrêmement bas sur un plateau parce que j'avais l'impression que l'attention des gens était là. On le sait tous, dans n'importe quel lieu, à partir du moment où les gens s'accordent et portent intérêt à quelque chose, la personne en face peut ne pas avoir de voix, on va l'entendre quand même. Donc il y a une chimie très particulière. Logiquement, on ne devrait pas nous entendre, mais il y a un accord tacite, un là d'écoute qui se fait dans un public qui est assez extraordinaire. Donc, quand moi je suis rentré à 23 ans, moi je pensais naïvement voir les dernières lueurs du public de théâtre. Nous étions loin du nombre d'écrans que nous avons à notre disposition, mais je pensais que cette chose-là, elle est périclitée et que j'allais en voir vraiment les derniers feux. Force est de constater que non, et je me dis même qu'à l'avenir, les salles en présence... j'ai coutume d'appeler ça, moi, le public, le cheptel humain. C'est un terme un peu grossier comme ça, mais j'ai toujours l'impression que le public vient pour se sentir aussi. Il n'y a pas beaucoup de lieux dans la vie où on peut s'asseoir les uns à côté des autres sans que ça soit ni une agression, ni une chose intrusive, parce que c'est organisé. Donc je pense que le théâtre a de beaux jours devant lui, et maintenant, dans mon activité, je dois dire que le public, je le ressens comme ça en tout cas, est pour les gens que je côtoie, que ce soit les tutelles qui sont celles de la Comédie Française, mais même des collègues que je puis avoir. Le public, on en parle tout le temps, mais c'est un angle mort absolu. On ne sait pas qui c'est, on n'en parle pas. Alors c'est dur à définir ce pourquoi. Moi je me suis toujours dit, si on faisait un micro-trottoir à la sortie des salles pour dire pourquoi est-ce que vous venez au théâtre, je ne pense pas que les gens pourraient donner la raison profonde. D'une certaine manière, on ne la connaît pas. On aime l'actrice, on aime cette pièce, on aime tel acteur, on aime bien la Comédie Française, on a plein de raisons. Je suis venu avec ma grand-mère, il y a plein de raisons. Mais ce pourquoi on est capable de prendre des transports en commun, quitter chez soi, venir se coincer dans un rang, dans des salles historiques où les générations n'ont grandi, mais pas les salles, donc on a les genoux comme ça, et puis ne pas pouvoir sortir d'un rang, alors que de temps en temps, ça peut être une grande traversée d'ennui, le théâtre, ne pas pouvoir sortir, pour le coup, avoir l'obligation d'éteindre son portable, de ne pas pouvoir zapper. Toutes ces choses-là sont un peu contre-intuitives, logiquement. Puis on vient voir un voyage immobile, on se déplace pour voir un truc qui ne bouge pas. C'est assez paradoxal, mais je pense que l'émotion collective qui ne se dit pas crée une communauté qui ne se donne pas rendez-vous, mais qui, de façon improbable, dans une mathématique improbable, ne cesse de se retrouver. Dernièrement,
Moi, je quitte mon administration, donc on a dû avoir, je sais pas, 5 ou 6 inspections de diverses sortes, ce qui est tout à fait normal. C'est de l'argent public, donc l'intérêt de l'État de venir regarder comment il a été utilisé, quelle a été sa pertinence, etc., c'est tout à fait normal, mais c'est fou à quel point les gens ont besoin qu'on leur donne des chiffres sur le public. Mais comment mettre un public dans un camembert ou un graphique ou un schéma cigarette? On nous demande, mais vous avez combien de moins de 28 ans? Comme si c'était du pétrole, cette chose-là. Il faut absolument la voir. Et je suis toujours étonné par cette chose-là, parce que personne n'a encore réussi à définir ce pourquoi ils viennent, ce pourquoi les salles sont toujours remplies. Pour finir, moi, j'ai des injonctions qui sont tout à fait légitimes, de mélange de public, de faire venir un public qui n'ose pas venir, de faire venir un public plus varié, sociologiquement, économiquement, et on ne me parle jamais de diversité des âges. Et moi, ça m'importe beaucoup. Et c'est pas aussi facile que ça. On a dit sans doute un peu rapidement que le théâtre privé n'était rempli que de têtes chenues, à cheveux blancs, etc. Et que certains théâtres émergents, voilà, étaient remplis que de jeunes gens dont la moyenne ne dépassait pas 30 ans. Avoir dans une salle une diversité des âges, je trouve ça extraordinaire. Je suis sûr que ça fait partie de l'émotion. D'une certaine manière, on vient regarder d'une façon organisée de quoi on est fait, comme s'il y avait d'un côté un public et de l'autre une bande d'actrices et d'acteurs qui se penchaient sur un berceau natif, en se disant c'est quoi ce truc? Pourquoi on tombe toujours dans les mêmes panneaux? C'est quoi nos magnificences? C'est quoi notre crasse humanité? Il y a des gens qui sont responsables d'organiser cette chose-là, des gens qui viennent le voir. Et avoir 14 ans et être assis à côté d'une dame de 90 ans et jauger de ses émotions, jauger de ces rires que nous n'avons pas, des émotions que nous ne partageons pas devant un même objet, cette qualité-là, dans nos vies, mis à part les Noëls où on est avec les grands-parents, il n'y a pas beaucoup de jeunes gens qui arrêtent des gens plus âgés dans la rue et inversement pour taper le bout de gras et pour discuter de quelque chose. Et je trouve que le lieu du théâtre devient assez unique pour ça, de plus en plus unique pour ça, que l'arrivée de l'IA, de toutes ces choses-là, fait que la qualité du défaut, la qualité d'une chose qui se passe en vrai, le public il sert à ça, c'est que ça nous rappelle tout le temps, nous, de notre côté, on n'a qu'un fantasme, c'est la maîtrise. C'est-à-dire dire 500 alexandrins sans aucune plante, on ressort, on est des héros total, et en fait on sait pertinemment que c'est lorsqu'on a un trou qu'il se passe quelque chose. On sait pertinemment que c'est quand il y a un accident dans la représentation que tout d'un coup l'ange de la réalité passe, je ne sais pas comment dire ça, et il y a un suspens absolument commun du public. Je l'ai vécu plein de fois, vous êtes sur le plateau, votre partenaire ne rentre pas. C'est des moments de solitude qui, à vous paraissent être, ça dure 3 heures alors que c'est quelques secondes. Il y a un suspens à chaque fois dans la salle. C'est toujours très, très impressionnant de s'apercevoir que, comme les gens ils viennent de voir de la vie, on vient de passer, il y a quelques temps, c'est fini, heureusement, mais toute la période de Covid, où lorsque nous pouvions jouer devant vous, mais selon des protocoles de cas contact, masque, pas masque, etc., on a la Comédie Française sauvée sur une saison, une 40aine de représentations, en demandant à un tel de jouer à la place d'un tel, au débeauté, c'est-à-dire ce qu'on appelle brochure en main. Alors les acteurs du Français sont plutôt habitués à ça, et c'est toujours douloureux de savoir que le soir, vous allez jouer un rôle que vous ne connaissez absolument pas, vous l'apprenez à 15h, à 20h30, vous avez un bout de costume et vous jouez avec vos camarades qui en sont à la 150e. C'est toujours difficile. On a toujours eu 2 ou 3 saluts de plus. Comme si finalement ça nous rappelait à l'essence de notre métier, qui est presque circassienne, je ne sais pas comment dire ça. Les acteurs sont des fils de ferristes et d'une certaine manière, lorsque vous savez que l'acteur est en train de travailler devant vous, que vous en avez le code parce qu'on vous a fait une annonce, immédiatement, il y a une empathie du public, une impression du public, parce que l'acteur, oui, il lit, mais il joue déjà, parce que c'est son métier, qu'il ne peut pas s'empêcher. Il rue dans ses brancards, il commence à jouer, et voir ça, c'est toujours une chose, d'une certaine manière, plus belle et plus réelle, et plus dans le temps, que d'avoir un acteur qui est d'une maîtrise absolue. On a l'impression que, quoi qu'il se passe en face, il y aura toujours ça.
Florence Nogrette, ce cheptel de la Comédie Française a-t-il évolué au cours de son histoire en fonction, par exemple, de sa spatialisation dans la salle, des théâtres qu'il a occupés qui étaient différents selon les époques, et évidemment des politiques culturelles mises en œuvre par les administrateurs et administratrices? Oui, il a évolué, bien sûr. Il y a quand même des points communs qu'on retrouve, c'est-à-dire que néanmoins, tout un public d'origine sociale différente se retrouve quand même dans un même lieu, là où peut-être il n'aurait pas eu l'occasion de le faire ailleurs, d'âge aussi et de conditions différentes. Mais historiquement, oui, les choses ont évolué, et notamment depuis la création de la Comédie Française, puisque quand elle a été créée pour le divertissement du public, mais aussi du roi et de la cour. Et donc, au début, enfin jadis, sous l'Ancien Régime au moins, il y avait deux lieux déjà qui étaient la cour ou la ville, donc la cour qui pouvait être à Versailles, à Marly, à Fontainebleau, à Saint-Germain-en-Laye, à Saint-Cloud, etc., qui se déplaçaient. Et puis dans ce cas-là, quand les comédiens français allaient jouer à la cour, eh bien, à la ville restaient les comédiens de seconde zone, de second rang. Et donc ça rendait... Alors, premièrement, la sociabilité n'était pas la même, évidemment, à la cour où le spectacle était gratuit. Les courtisans n'achetaient pas leur place, évidemment, elle leur était offerte sur les deniers publics. Donc ils avaient une manière, évidemment, de se comporter qui était tout à fait différente. Madame de Sévigné en témoigne, selon qu'elle assiste à une pièce à la cour ou à la ville, c'est pas la même sociabilité. Et à la ville, eh bien, quand les premiers comédiens étaient partis, on avait les seconds, et ça créait une espèce presque de fierté de se dire, eh bien, on va faire avec les seconds. Je vais vous donner un exemple d'un texte qu'un comédien est venu dire à la ville, donc devant le parterre, et la réaction. « Messieurs, Beaubourg, Mademoiselle Duclos, Ponteuil et tous nos meilleurs acteurs sont aujourd'hui à Versailles. Nous sommes bien mortifiés de n'avoir pu remplir les rôles de la tragédie que nous vous donnons ce soir que par les plus mauvais qui sont ici, car vous n'avez pas encore tout vu et je ne vous cacherai point, messieurs, que c'est moi-même qui vais jouer Mithridate. » Là-dessus, le public d'applaudir, et même les applaudissements ne cessèrent point pendant tout le cours de cette représentation, par solidarité, que les seconds veuillent bien quand même jouer pour eux. Alors, si on regarde quelques plans de coupe, quelques rares images qu'on a de cette époque-là, ici, on voit bien dans cette salle, donc le plan de coupe de l'hôtel Guénégaud, qui est donc le lieu qu'occupait la troupe de Molière à sa mort et dans lequel la Comédie Française s'est installée en 1680, quand cette troupe de l'hôtel des Guénégaud a fusionné avec les comédiens de l'hôtel de Bourgogne. Ce plan est vraiment intéressant parce qu'il nous montre donc à gauche bien le plateau avec sa légère inclination, le lointain, la Seine, et puis du côté gris et du côté rose le public, et on voit déjà bien la distinction des différentes zones dans lesquelles se situe le public, le parterre, puis le cirque, puis le portique, puis les galeries, et puis la distinction entre les premières, les deuxièmes, les troisièmes loges, et enfin les petites loges. Et évidemment, ces distinctions-là, ce sont des distinctions qui sont des distinctions sociales aussi. Et ce qu'on remarque également, c'est que eh bien, les loges, alors là, on est cette fois-ci rue des Fossés Saint-Germain, c'est la deuxième salle de la Comédie Française qu'elle a occupée en 1689, rue de ce qui s'appelle aujourd'hui rue de l'Ancienne Comédie, évidemment du nom de l'ancienne Comédie Française qui y était. Et là, vous voyez bien sur cette gravure que dans les loges, donc, qui sont sur les côtés, eh bien, il y a l'élite qui s'expose au public censé l'admirer, et notamment les femmes de la bonne société. On mettait toujours les femmes au premier rang dans les loges parce qu'elles étaient belles, qu'elles se montraient. Et puis il y avait une autre coutume qui a complètement disparu aujourd'hui. Là, il s'agit d'un éventail. Vous voyez peut-être encore la forme, enfin, c'est un projet pour un éventail. Vous en voyez encore les lignes qui sont prévues. Ça, c'est un éventail d'une scène de comédie. Vous voyez les deux personnages, là c'est Crispin et son camarade. On est dans les années de 1700-1715.
Et vous voyez qu'il y a des deux côtés, alors au fond c'est une toile peinte, hein, ce ne sont pas des acteurs, on voit bien la toile peinte d'ailleurs que le personnage de droite soulève. Et puis des deux côtés, vous avez deux autres personnages de chaque côté, ce sont des spectateurs qui sont assis sur le théâtre et qui payaient très cher leur place pour être assis sur le théâtre parce que là on les voyait bien. Et dans cette scène qui est une scène de tragédie, cette fois-ci, vous le voyez aux épées, hein, on se bat, eh bien, il y a encore beaucoup plus de spectateurs qui sont assis et qui gênent l'entrée des acteurs qui arrivent des coulisses et qui parfois avaient un petit peu de mal à se faire reconnaître. Ce qui explique aussi que dans les pièces du XVIIe siècle, parce que cette coutume elle a commencé avec le Cid, hein, et elle a commencé donc bien avant la Comédie Française, ce qui vous explique aussi les changements de scène. Quand on passe d'une scène à l'autre, c'est-à-dire qu'un personnage rentre ou qu'un personnage sort, vous avez souvent une formule genre « je l'aperçois qui vient ». Donc ce « je l'aperçois qui vient », ça permet aussi, c'est la fin de la première scène des femmes savantes, « je l'aperçois qui vient et sur cette matière il pourra nous donner une entière lumière ». C'est pour bien qu'on comprenne que la personne qui est en train d'arriver, c'est un acteur et non pas un aristocrate, parce qu'évidemment ces gens-là étaient tout à fait dissipés et allaient, venaient, vaquaient à leurs occupations. Alors ça gênait beaucoup Voltaire, hein, qui notamment avait été très embarrassé parce que lorsqu'il a fait jouer Sémiramis, à la première de Sémiramis, il y avait un personnage de fantôme qui, à l'acte 3, sort de son tombeau et doit arriver sur scène. Et on dit, on ne sait pas si c'est vrai, mais l'anecdote est rapportée, qu'il s'est empêtré un petit peu dans son costume et qu'il a failli tomber au milieu des aristocrates et que ça aurait beaucoup nui, évidemment, à la réception de la pièce. Donc Voltaire a beaucoup milité pour qu'on supprime cette coutume de la cantonade et finalement elle a été supprimée en 1759 grâce à un mécène qui s'appelait le comte de Lauragais. La Comédie Française avait déjà des mécènes qui a fait construire des petites loges supplémentaires et ces petites loges supplémentaires ont permis de compenser le manque à gagner qui résultait de la suppression de la cantonade. Puis il y avait une autre particularité qui a complètement disparu aujourd'hui, c'est le parterre debout. Vous voyez là, les gens qui sont au bord, ils sont comme nous aujourd'hui, si on va à un concert de rock, il y a aussi un parterre debout, hein, mais il n'y a plus que dans les concerts de rock, je crois, que cette coutume existe encore. Alors le parterre, lui, il était composé de classes populaires, c'est-à-dire d'artisans, de petits boutiquiers, d'étudiants aussi. Par exemple, les étudiants, quand ils vont du quartier latin, eh bien, ils occupent le parterre. Et les places du parterre, elles sont prises au dernier moment. On ne peut pas les acheter à l'avance. Donc il y a une ruée et il y a souvent des policiers qui sont chargés de vérifier que tout se passe bien au moment de l'entrée, parce que ça pouvait donner lieu à des rixes, les gens essayant de se passer devant les uns les autres. Et comme ils arrivent à l'avance, ils rentrent dans le théâtre à l'avance aussi, puisqu'ils sont arrivés le plus tôt possible pour être sûrs d'avoir des places, et donc ça leur arrive de mettre un petit peu de bazar à l'intérieur du théâtre, de manger, de boire, hein, de jouer aux cartes, hein, et de faire un joyeux tumulte. Alors, le parterre, il est maintenant assis. Quand est-ce qu'il s'est assis? Eh bien, il s'est assis quand l'Odéon a ouvert pour la Comédie Française, puisque l'Odéon a été construit à l'origine disons que l'Odéon a d'abord accueilli la Comédie Française, ça a été sa première destination, en 1782, et à cette époque-là, il y avait 1913 spectateurs, hein, donc le double d'aujourd'hui, hein, pour la jauge, et le parterre est assis. Alors ça n'a pas été sans controverse, hein, parce que tout le monde n'était pas d'accord. Il y avait ceux qui étaient pour le garder debout, comme Diderot ou comme Marmontel, qui pensaient que l'émotion des spectateurs s'exprimait davantage si les gens étaient debout et avaient plus de légitimité à parler, de légitimité à s'exprimer, parce que le parterre était très, très virulent et donnait son avis. Donc ceux-là avaient pour doctrine que la chaleur, hein, j'ai une collègue qui a travaillé sur la chaleur, hein, sur la température, hein, la thermique du théâtre, qui est là,
Charline. Donc il y avait cette idée que la chaleur Charline Granger, l'idée que la chaleur du parterre allait diminuer si on l'asseyait. Et du côté de ceux qui voulaient asseoir le parterre, il y avait Voltaire, Grimm et d'autres qui pensaient que la qualité d'écoute serait meilleure, que le sérieux serait plus grand et que les acteurs seraient davantage respectés si le parterre était assis. Alors, ça a marché. Oui, ça a marché. Donc après, on arrive salle Richelieu. Donc là, c'est la salle que nous connaissons maintenant, qui a été d'abord investie sous la Révolution française en 1791 par ceux des comédiens qui étaient les plus révolutionnaires, avec Talma, qui donc ont fait sécession et sont allés, laissant donc leurs camarades à l'Odéon, sont allés s'installer dans l'endroit actuel. Et là, le public, il était un petit peu différent aussi parce qu'on jouait aussi un répertoire plus révolutionnaire au théâtre de la République qui était donc dans l'actuelle salle Richelieu, qu'au théâtre de la Nation qui était à l'Odéon. Mais les publics pouvaient quand même aller de l'autre côté et manifester leur approbation ou leur improbation quant au répertoire qui était joué de l'autre côté. Puis, alors, ceux de la Nation ont eu des problèmes pendant la Terreur, parce qu'ils étaient monarchistes. Ils s'en sont sortis, ça c'est bien connu, grâce à la Bussière, un employé qui leur était très favorable et qui les a aidés à ne pas être trop inquiétés. Puis ils se sont réunis en 1799. Alors, depuis, c'est un peu la configuration que nous connaissons, à cette différence près que pendant très longtemps, au parterre, même assis, les femmes ne pouvaient pas s'asseoir, ne pouvaient pas aller, parce qu'on considérait que quand même ce public, qui était un public populaire, était aussi potentiellement un public immoral, qui risquait de leur faire des ennuis ou d'attenter à leur pudeur. Puis après, ça a évolué. Il y a eu une époque, à la fin du XIXe siècle, où la raison majeure, c'était aussi que les femmes portaient des coiffures au théâtre très hautes et qu'au parterre, on n'avait pas tellement envie d'être gêné par leur coiffure. Mais enfin, tout ça s'est arrêté au début du XIXe siècle. Et puis, il y a quand même eu encore au XXe siècle ce que nous ne connaissons plus aujourd'hui, c'est-à-dire les soirées de gala, encore dans l'après-guerre. Il y avait des soirées de gala vraiment réservées à l'élite. Alors, une élite qui n'était plus aristocratique, mais qui était une élite politique ou diplomatique ou artistique. Et puis, les soirées habillées aussi, les soirées habillées qui font la couverture des souvenirs d'un de tes prédécesseurs, Éric. On voit là les dames et les messieurs sur leur 31 en costume. Et du reste, ces soirées habillées, elles n'existent plus aujourd'hui. C'est ton prédécesseur Jean-Pierre Vincent qui les a supprimées. Ça fait un petit panorama de l'évolution des mœurs pour placer le public. Merci beaucoup, Florence Nogrette. Je vais redonner la parole à Éric pour aborder une question cruciale pour le public, et celle de l'argent, le nerf de la guerre, comme dirait Beaumarchais. La Comédie Française mène actuellement une politique tarifaire assez exemplaire avec un prix moyen du billet à 25 €. Mais aussi une gratuité de l'offre numérique, et puis une gratuité de billets, notamment pour les jeunes de moins de 28 ans, tous les lundis. Dans quelle mesure la subvention publique et le mécénat vous permettent-ils de maintenir un accès abordable au théâtre ? L'injonction est toujours contradictoire. Je ne suis pas le seul à la subir, et je crois que les gens qui la posent sur la table sont eux-mêmes très, très inquiets sur la manière de la résoudre. On demande de plus en plus de développer ce qu'on appelle les ressources propres. La subvention étant d'État, elle tombe lorsqu'elle tombe, et elle est augmentée ou diminuée, mais c'est la plus importante. Et ensuite, on nous demande, pour compenser, de développer ce qu'on appelle des ressources propres. Les ressources propres, c'est ce que nous pouvons faire nous-mêmes et ce sur quoi nous avons la main. C'est la billetterie, évidemment, qui est principale. C'est le mécénat aussi. C'est les tournées physiques. Et puis l'audiovisuel, c'est-à-dire le prix de session que nous pouvons avoir dans des contrats avec France Télévisions, avec Arte, etc.
Et on nous demande de développer ces ressources propres, donc développer la billetterie sur une salle qui physiquement a une jauge qui n'est pas extensible. Et quand la salle est pleine, elle est pleine. On ne peut le faire qu'en faisant des réformes tarifaires. Faire une réforme tarifaire, on essaie de la faire la plus juste possible, de demander à celles et ceux qui peuvent payer un peu plus de le faire, tout en gardant des tarifs absolument abordables pour ceux qui ne peuvent pas suivre cette augmentation. Et en même temps, on nous demande de rendre accessibles nos lieux à tous ceux qui sont défavorisés, toutes celles et tous ceux qui sont défavorisés. Donc il y a une injonction contradictoire, parce qu'il m'est arrivé d'ailleurs de demander à la tutelle de faire une seule et même réunion. Pas la réunion où on me demande de faire du théâtre public et celle où on me demande de faire de l'argent, qui sont toujours séparées d'une semaine, d'essayer de les mettre ensemble pour que chacun du côté de la table puisse s'apercevoir qu'on est dans un paradoxe, une mécanique un peu compliquée. Mais je dois à la vérité de dire que la plupart des actions éducative que nous faisons et qui est une mission très importante du théâtre en règle générale et que la Comédie Française épouse avec envie, avec savoir, et on le fait beaucoup. Ça, c'est une chose que nous devons faire, mais d'un autre côté, pardon, je me suis perdu. Les missions, oui. Mais elles sont pratiquement mécénées entièrement maintenant. C'est des missions que les mécènes aiment aussi aider pour le coup, mais la gratuité, par exemple, tous les lundis à la Comédie Française, il y a 90 places à peu près qui sont offertes à celles et ceux qui sont les premières à attendre et qui ont moins de 28 ans. Ça marche formidablement. Il y a plein de jeunes qui attendent et de moins jeunes aussi qui attendent. Ça, on ne pourrait pas le faire si cette gratuité n'était pas compensée par des sommes en mécénat qui maintiennent cette ressource propre absolument nécessaire. Oui, c'est une difficulté. C'est une difficulté constante. Pour la Solide Satin, par exemple, nous jouons un très long spectacle, mais qui prend la matinée et la soirée. Si je devais être mathématiquement logique, je crois que la place la plus chère est à 84 € à la Comédie Française, donc ce serait un billet à 88 € pour voir l'ensemble. Et en fait, on fait un billet à 60 €, le plus cher, et puis ensuite on décline pour toutes les bourses jusqu'au moins cher. Si le mécénat n'était pas là pour compenser, pour le coup, on n'y arriverait pas. Mais alors pour le coup, moi j'ai la chance d'avoir, et j'espère que c'est le cas de toutes les autres institutions, j'ai la chance d'avoir des mécènes que je connais, avec qui je discute théâtre avant tout, et qui me demandent quels sont mes besoins, et on travaille formidablement ensemble là-dessus, et les besoins que j'ai sont entendus immédiatement, autant que faire se peut, mais ça fonctionne bien, donc effectivement, c'est une difficulté. Ouais. Florence, en quoi le travail que vous menez avec votre équipe de chercheurs et chercheuses sur les registres des recettes de la Comédie Française du XVIIe au XIXe siècle nous renseigne-t-il sur l'évolution du prix des places, le type de place occupée et les différentes manières aussi de se les procurer, ces fameuses places? Oui, c'est un travail qui est en route depuis une dizaine d'années. C'est plusieurs universités qui coopèrent, l'université de Victoria au Canada, l'université de Nanterre, Sorbonne Université, le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, l'université d'Arras, l'université de Rouen, j'en oublie peut-être, la Comédie Française, évidemment, est partenaire de ce programme qui existe déjà en ligne depuis quelques années. Alors, depuis quelques années, il y a en ligne les registres du XVIIe et du XVIIIe siècle, et bientôt on va avoir interrogeables aussi les registres de recettes du XIXe siècle. Plusieurs collègues qui sont ici
dirigent ou qui participent à cette entreprise et des étudiants aussi qui participent parce qu'il s'agit de mettre en ligne ces registres. C'est un travail assez, très long, mais très très passionnant parce qu'on y découvre des choses qu'on n'aurait peut-être pas devinées autrement en les interrogeant. Alors pour répondre à votre question sur les places, par exemple, sur le prix des places, je peux vous donner quelques exemples en vous montrant par exemple une soirée d'une recette des premiers temps de la Comédie Française, le 20e jour de janvier 1681. Donc à cette époque-là, la Comédie Française vient de se créer, enfin la troupe vient de se créer en société, puisque comme vous savez, la Comédie Française s'est créée un peu en 3 temps. D'abord en août, le 25 août, quand Louis XIV donne l'ordre aux 2 troupes de fusionner, puis avec la lettre de cachet du 21 octobre où il leur donne le privilège du théâtre en langue française, du théâtre parlé en langue française, par différence avec les Italiens, et puis par différence avec l'opéra, qui avait le privilège de la musique. Et puis en janvier, 3e date importante, la troupe se fonde en société, qui existe toujours. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce jour-là, un petit peu au hasard, mais quand même pour vous montrer aussi qu'avec Mithridate et les Fâcheux, donc 2 pièces, on jouait beaucoup. Et encore, jusqu'au 19e siècle, on jouait parfois 2, voire 3 pièces, et parfois une seule. Donc vous voyez bien ici que on assiste à la fusion des 2 répertoires, Mithridate d'un côté, les Fâcheux de l'autre. C'est aussi le répertoire qui fusionne entre les 2 troupes. Et puis vous avez la preuve de ce que je vous ai montré tout à l'heure en image, avec ce théâtre où il y a 45 billets. Théâtre, ça veut dire la scène, puisque théâtre, c'est le lieu que l'on voit. Donc là, il y avait 45 billets qui ont rapporté 135 livres. Donc vous voyez que ça fait 3 unités pour les places qui sont sur le théâtre, au même prix pour les premières loges. Les premières loges, celles qui sont tout près du théâtre et où l'on est aussi très très bien vu. Alors que si vous descendez, quand vous arrivez aux 3e loges, elles ne valent plus qu'1 franc. Puisqu'il y en a 12 livres qui rapportent 12 unités, et puis au parterre, c'est beaucoup moins cher, c'est 1,33. Et vous voyez aussi sur ce registre de recettes que figurent également les dépenses. La 2e partie, vous voyez un budget parfaitement à l'équilibre, comme on nous demande, comme l'administration nous demande quand on fait un budget, il est parfaitement à équilibre, c'est-à-dire que sur cet argent-là, on a payé des frais qui sont incompressibles, les frais ordinaires, les pensions et loyers, les frais extraordinaires de bois, de braise, d'assistants pour 2 voix de bois, et puis au bout du compte, qu'est-ce qui reste ? Il reste les parts à se partager. Donc une fois qu'on a enlevé tout ce qui était obligatoire, les sociétaires se partagent les recettes au nombre de parts ou de demi-parts ou de quarts de parts qui leur reviennent. Un exemple de registre du XVIIIe siècle, alors là que j'ai pris pour vous montrer un cas d'histoire littéraire vraiment intéressante qui est la création du mariage de Figaro. Donc on a le 26 avril 1784 qui est la veille de la création du mariage de Figaro à gauche, et puis le 27 avril 1784 c'est la création du mariage de Figaro. Eh bien ce que vous remarquez, c'est Virginie Verneau ici présente qui me l'a appris, c'est que la veille, alors vous voyez la recette est assez médiocre, 1034 c'est pas beaucoup. Et vous remarquez que les loges sont quasi vides. C'est-à-dire que les aristocrates n'étaient pas là pour voir Hypermnestre et Nanine qu'on jouait ce soir-là. En revanche, le lendemain, triomphe du mariage de Figaro, 5698. Et bien là, les loges sont pleines. Et ça continue comme ça pendant toutes les représentations. Ce sont les aristocrates qui ont fait le triomphe du mariage de Figaro, ce que parfois on oublie dans l'histoire littéraire quand on dit que le mariage de Figaro c'est une pièce pré-révolutionnaire, ce qui est vrai, et que ça aurait été le peuple qui aurait fait le triomphe du mariage de Figaro. Et enfin, voici un registre de la fin du XIXe siècle, très compliqué, parce que sur la gauche, vous avez les types de places, mais après, vous avez non seulement leur nombre, leur prix et ce qu'elles rapportent, mais vous avez aussi la manière dont on les vendait.
Donc on pouvait les vendre par abonnement, par location du jour, par location du soir, les acheter dans des bureaux qui revendaient des places pour les différents théâtres de Paris et donc qui étaient des intermédiaires de la vente. Et puis il y avait, c'est toute la droite, là, toutes les colonnes de droite, place donnée en faveur, beaucoup de billets de faveur tous les soirs, en grand nombre, selon le succès ou l'échec de la pièce, le nombre de billets de faveur était distribué de manière inversement proportionnelle. C'est-à-dire que quand il y avait un grand succès, comme c'est le cas là, vous pouvez le mesurer à la recette de 8041 francs 28, vous devez le voir à peu près au milieu sur la droite de la colonne. Donc ça, c'est un très très gros succès pour le demi-monde de Dumas fils. Il n'y a que 70 billets de faveur. Vous voyez, le total des billets de faveur, c'est seulement 70, là, avec les différentes manières de les distribuer. Tandis que le lendemain, on joue en levée de rideau, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée de Musset, et puis une pièce d'Émile de Girardin et une pièce d'Émile Augier. Et là, comme ça rapporte beaucoup moins, vous voyez, c'est 3367,78 francs, eh bien on distribue en très grande quantité 468 billets de faveur, ce qui fait plus du tiers de la jauge occupée par des gens qui, au dernier moment, ont pu bénéficier de billets gratuits pour remplir en fait la jauge. Et ce qui était très amusant, c'est de regarder comment les billets de faveur sont distribués, pour qui. Alors ça, c'est aussi grâce à Jacqueline Raskolnikov qu'on a pu identifier à quoi ça correspond, toutes ces manières de distribuer des billets de faveur. Il y a les billets de faveur distribués aux auteurs qu'on joue, ceux qui sont distribués aux auteurs qu'on joue à ce moment-là, mais pas ce soir-là, mais qui sont joués avant ou après, enfin dans l'année. Il y a les billets de faveur qui sont distribués aux sociétaires, ça je pense que c'est encore le cas aujourd'hui pour avoir des invités. Et il y a les billets de faveur qui sont distribués à la compagnie d'assurance, qui s'appelait Phoenix. Donc si les gens de la compagnie d'assurance voulaient avoir un billet de faveur, ils pouvaient le demander. Et puis il y a des gens qui ont des billets de faveur pour une raison ou pour une autre. Puis il y a même comme dernière catégorie les entrées accidentelles, c'est-à-dire qu'on note les gens qui ont zouillé, comme on dirait chez nous en Normandie, c'est-à-dire qui sont rentrés sans billet. Bon, on les a laissés s'asseoir quand même. Et puis il y avait encore autre chose aussi qu'on voit bien dans les registres, qui est tout à fait passionnant, parce qu'on se plonge dans l'histoire et quand on est dans un registre, on a l'impression qu'on revit, qu'on revit les révolutions par exemple. On voit bien les troubles qui sont marqués, quand il y a en 48 le théâtre est envahi et puis on le ferme. Pendant la Révolution de 48, on voit ça au jour le jour. Et on voit aussi, par exemple, les gratis qui sont donnés pour des événements particulièrement glorieux, comme des naissances royales, ou, alors ça je m'en suis rendu compte assez récemment, sous le Second Empire, Napoléon III fait donner très souvent des gratis pour les victoires militaires. Oui. Par exemple, le 13 septembre 1855, après la prise de Sébastopol, il fait jouer 2 pièces, dont une de Molière et une autre de Dumas, et on dit des strophes sur le siège victorieux. Là, c'est de la propagande, en fait. C'est-à-dire que le gratis sert à la propagande. Et du reste, sous la Révolution française, c'était le cas aussi. À la Comédie Française, parfois, il y avait des gratis qui étaient organisés pour endoctriner, en fait, le public, avec des pièces qui étaient choisies pour leur message, qui était particulièrement révolutionnaire, où on célébrait des grands héros de la liberté, comme Guillaume Tell ou Caius Gracchus. Éric, je voudrais qu'on travaille maintenant, qu'on aborde la question du renouvellement des publics, parce qu'on ne peut pas parler de public sans parler de renouvellement de ces publics. En réponse à la fermeture des théâtres, en 2020, vous avez créé avec vos équipes une programmation numérique gratuite, diffusant des formats et des pièces de théâtre 7 jours sur 7, 8 heures par jour. Quelques années plus tard, nous constatons, en épluchant les billets achetés, on constate que 60% du public de la Comédie Française est primo-spectateur, c'est-à-dire ou spectatrice. Ça veut dire que 60% du public de la Comédie Française vient pour la première fois dans cette maison. Comment expliquez-vous un tel renouvellement des publics sous les 3 mandats que vous avez occupés à la Comédie Française depuis 2014 ?
Je sais pas. Je sais pas. 60% de renouvellement, mais que sont devenus les autres? Ça m'inquiète toujours, ça. Mais alors, il y a, quand on parle d'injonction, il y a une injonction de renouvellement du public. Je pense que ça part d'une lecture qui, à mon avis, est un peu biaisée, pas si objective que ça, qu'il n'y aurait que des gens qui ont l'argent ou la culture déjà établie et pour qui venir au théâtre, oui, c'est une chose très aisée et qu'il faut faire de la place pour celles et ceux qui n'y viennent pas ou bien par ignorance ou par impression ou par manque de moyens. Voilà. J'ai toujours du mal avec cette chose-là ça deviendrait un critère, le renouvellement du public. Au bout d'un moment, qu'est-ce que ça veut dire que on peut courir dans un rond comme un hamster, mais ça veut pas tout dire. Surtout qu'à la Comédie Française, j'ai la chance, en la dirigeant, d'avoir, comme je le disais, une diversité d'âge très grande, parce que très régulièrement, les grands-parents viennent avec les parents qui viennent avec les petits-enfants. Ça nous oblige, ça nous contraint de temps en temps aussi, parce qu'il faut que les spectacles puissent avoir un spectre aussi grand que ça pour convenir à tout le monde. Mais je suis toujours mal à l'aise avec ça, parce que les vrais doyens et doyennes de la Comédie Française, c'est des gens du public. Je sais qui est la doyenne ou le doyen du français, ce sont des comédiens et des comédiennes qui sont âgés et qui jouent encore à un âge très 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 grand, mais je pense que les vraies doyennes et doyens, l'autre jour il y avait une dame de 98 ans qui avait vu la création en 43 du Soulier de satin qui était dans la salle et qui disait « c'est mon second ». Voilà. Et elle est restée toute la première partie, elle était là, on a discuté avec elle. Les gens, c'est admirable. Moi, chaque fois que je reçois du courrier, je reçois pas mal de... C'est compliqué maintenant de trouver des places parce que c'est par le truchement, évidemment, du numérique, etc. Il y a pas mal de gens qui sont pas très à l'aise avec ça, qui m'écrivent en disant « mon petit-neveu n'était pas là, j'ai loupé le coche, est-ce que vous pourriez m'aider ?» etc. Et les gens disent « je suis spectatrice de la Comédie Française depuis 70 ans ». Qu'est-ce que je peux dire? Vous êtes out of the game, madame? Maintenant, il faut sortir, laisser la place. Je trouve ça tellement admirable. Moi, je rencontre encore des gens qui m'ont connu jeune pensionnaire au Français. Et en fait, ils sont toujours spectatrices et spectateurs, parce qu'il y a des carrières de spectatrices et de spectateurs qui sont aussi longues que des carrières d'actrices et d'acteurs à la Comédie Française. Et ces gens-là, comme au foot, m'ont vu m'y passer, faire ma carrière, devenir entraîneur, et puis maintenant je suis président du club, et ils sont toujours là, et ça marche toujours. Donc le renouvellement du public, faire venir... Une mère de 50 ans qui vient pour la première fois au théâtre, dans quelle catégorie on la place, celle-ci? Elle est tout aussi importante. J'ai une responsabilité d'organisation, il y a le secrétaire général, il y a tout, et je les salue, tous les agents de billetterie, il y en a beaucoup dans la salle qui sont là, et ça me fait très plaisir, qui œuvrent pour ça, et toutes les relations publiques. J'ai à faire ça, mais moi, j'essaie toujours de faire en sorte que quand les gens viennent dans la salle, il se passe quelque chose. C'est ça notre métier, véritablement. Villard a fait ça, mais quand il dit Villard a organisé tout un truc extraordinaire pour aller chercher les gens dans les CE des entreprises, les faire venir. Mais si au moment où les gens viennent passer une soirée, c'est la confirmation que c'est pas pour eux, parce qu'ils s'ennuient ou qu'ils sont mal reçus ou que c'est pas bien considéré ou que parce qu'on leur dit vous êtes un public éloigné du théâtre, eh bien on les met au paradis. Donc on confirme qu'ils seront toujours éloignés, effectivement, ça confirme cette chose-là. Donc ce que le mécénat nous aide à faire à la Comédie Française notamment, c'est que tout ce public-là, on arrive à l'approcher de la scène pour qu'il puisse avoir les émotions qu'on peut avoir quand on voit un acteur et qu'on sent sa dynamique et qu'on se sent aussi un peu privilégié. Tout ça est très important. Donc c'est élargir le public. La notion de renouvellement, j'ai toujours du mal à le comprendre. Quelqu'un qui vient à la Comédie Française et qui a vu 60 spectacles dans sa vie et qui en plus va à la librairie de Lemain acheter 3 romans, est-ce que cette personne-là n'est pas à considérer ou à moins considérer? J'en suis pas sûr. C'est pas à moi de le dire. Encore une fois, le public, il est constitué de plein... C'est des atomes.
C'est ça qu'on aime travailler, nous. Pourquoi il n'y a plus de soirées habillées, ou même de temps en temps, il y a des soirées, des soirées de gala. On le fait de moins en moins, parce qu'on adore mélanger tous les publics. Les soirées de gala, c'était un peu l'héritage des soirées habillées, justement, où en fait, quand vous avez un seul type de public, il réagit de la même façon, et généralement, il ne se passe rien. Parce que les gens sont invités, ils auraient préféré aller autre part, ils ne sont pas bien renseignés, ils n'osent pas réagir parce qu'il y a le patron qui est à côté, et que si on fait on dit pardon, voilà ce genre de choses. Donc ça tamise totalement le public. C'est très intéressant cette histoire de gens qui étaient debout. Donc les places les moins chères étaient au parterre, et maintenant c'est les places les plus chères, les catégories A. C'est marrant cette inversion, qui d'ailleurs est un drôle de truc, parce que scénographiquement, quand vous êtes dans un théâtre à l'italienne, à l'orchestre, c'est là où vous êtes le moins bien placé. Vous êtes proche des acteurs, mais vous ne voyez absolument pas la surface du plateau. Donc pour un scénographe, tout le dessin que je peux faire sur un plateau, du calpinage, une tarquette, enfin plein de choses que les peintres peuvent dessiner, le faux marbre qu'on peut faire, etc. Mais il y a toute une partie des gens qui le voient magnifiquement, et puis d'autres, c'est niette, on le voit absolument pas. Mais c'est intéressant, je ne sais pas, j'ai un peu tourné avec la Comédie Française dans le monde, et j'ai pas vu d'immense différence. C'est vrai qu'il y a une politesse qui s'est installée, qui fait que les gens n'ont pas le droit de réagir, n'ont plus le droit de réagir. Et nous, si les gens réagisseraient, on serait extrêmement violentés, sans doute. Quand quelqu'un parle dans le public, ou qu'un téléphone sonne, enfin voilà, c'est toujours dire « oh là là », c'est compliqué. Il paraît qu'il y a encore Marseille. Il y a encore Marseille, à l'Opéra de Marseille, on dit encore, certains chanteuses et chanteurs sont comme ça en disant « je passe à Marseille », parce qu'apparemment, si ça ne chante pas comme il faut, oh, laissez chanter le mime. Voilà, il y a deux, trois trucs comme ça. Il y a un chef d'orchestre il n'y a pas longtemps qui m'a dit qu'il avait fait un programme de musique très, très, très contemporaine à l'Opéra de Marseille, et qu'ils étaient tous un peu comme ça, et qu'il a commencé. Et là, au bout d'une minute, on a entendu « oh, je sens que ça va me plaire ». Et ce qui est génial, c'est que ça a déridé tout le monde, le public a hurlé de rire, les musiciens aussi, le chef aussi, et passé ce truc-là, finalement, la musique a pu se poser tout à fait normalement. Mais c'est intéressant parce que nous, on a besoin du silence, et en même temps, on a absolument besoin d'un retour. Je comprends pourquoi les acteurs disent ils sont bons, ils sont pas bons, etc. Parce que on peut ne pas rencontrer le public. Moi, finalement, dans la place que j'ai maintenant, je le rencontre parce que je vous rencontre, parce que je reçois du courrier, parce que j'y réponds, parce que j'ai tout ce truc-là. Quand on est acteur, on peut aller au Nemours et croiser des gens qui vous disent ah, « je vous ai vu dans telle chose » et discuter un peu. Mais comme il n'y a pas de bar où les acteurs, comme à la Schaubühne, par exemple, à Berlin, vous arrivez, mangez votre hot dog, les comédiens sont là, et puis à la sortie, les comédiens viennent, tout le monde boit un coup, donc on a l'impression qu'il y a un truc qui se retrouve, voilà. Et dans les architectures là classiques françaises, ça n'est pas le cas pour le coup. Mais on est nous dans ce paradoxe-là d'avoir besoin de silence. Une écoute, on la qualifie de formidable, de profonde. On est tout à fait capable de reconnaître plusieurs types de silence. Le silence endormi, le silence navré, le silence absolument attentif, on les repère immédiatement au bout d'un moment, mais lors de ces terribles attentats, les recteurs d'académie avaient interdit à un moment aux élèves de se déplacer, donc on n'avait plus du tout d'élèves dans les salles, de jeunes gens dans les salles, en tout cas scolarisés. Et c'était une très bonne opération économique pour la Comédie Française, parce que toutes ces salles-là, toutes ces places-là à moindre tarif, on les a vendues au tarif normal. Donc c'était intéressant, mais toute la troupe est venue me voir en disant « ils sont où ?» Parce que ça fait partie des caisses de résonance, ça fait partie, je sais pas, vous jouez de la tragédie, ça murmure un peu, ça bouge un peu. Quand vous gagnez le silence, c'est vous qui le gagnez. Quand tout d'un coup ça revient, c'est que vous avez perdu quelque chose. Ça se travaille comme une monture, je ne sais pas comment dire ça, mais il y a vraiment un jeu avec ça qui est très important. Et c'est mon plaisir, vous faites du cinéma, c'est formidable le cinéma, mais
tout le monde fait en sorte qu'on soit dérangé par personne. Il y a des gens qui arrêtent les voitures à 2 km partout. Tout est absolument maîtrisé. Dans une salle de théâtre, ce qui est magnifique, c'est que d'un côté et de l'autre, on espère qu'il va y avoir quelque chose qui ne se maîtrise plus. Et d'ailleurs, le talent d'un comédien, c'est souvent de se faire suffisamment confiance, parce qu'il a la maîtrise du texte, d'absolument tout ce qu'il doit faire, pour réagir immédiatement avec ce qui se passe. Donc c'est l'immaîtriser juste après la maîtrise. Ce qu'on est capable de faire comme un grand joueur de tennis, voilà, il sait faire tous les coups, donc tout d'un coup, il peut s'amuser ou ramasser n'importe quelle balle. C'est ça qui se passe. Et il est vrai que quand vous êtes partenaire, avoir une partenaire ou un partenaire qui réagit au quart de tour, voilà, ou qui réagit avec la salle. C'est toujours tellement magnifique quand on réagit avec la salle. Florence, il n'y a pas longtemps, vous avez eu ça dans les Serges. C'est sur Gainsbourg, donc ça fume beaucoup au plateau, mais c'est des fausses cigarettes, évidemment. C'est des cigarettes qui sentent la grillade, mais c'est du gros, quoi. Ça sent la persillade, en fait. Et quelqu'un ne l'a pas entendu et s'est levé au premier rang en disant « Mais il est en train de fumer un pétard, c'est interdit ». Voilà. La salle a fait ça, le comédien avec sa guitare a dit « Oh, si seulement » et a continué. Voilà. Et donc ça, tout d'un coup, le public se dit « Je viens d'assister à un truc ». Ah oui. Cet échange-là, il est toujours tellement magnifique. L'interaction, quand tout d'un coup, oui, quelque chose, à tel point qu'il y a des metteurs en scène aussi qui, Anatoly Vassiliev, par exemple, avait une passion des oiseaux sur le plateau, qu'il voulait même mettre sur le plateau partout. Alors quand on lui interdisait, il mettait des volières dans les cintres, parce que pour lui, cette chose-là, les plumes, ça, et puis les plumes qui volent, ben, c'est l'irruption de la vie à l'intérieur d'une organisation. Et il y a beaucoup de gens qui adorent ça. Et le public, on lui demande les deux. On lui demande de l'attention et en même temps, on lui demande de nous donner des planches d'appel pour le jeu, pour de la compréhension, évidemment, des rires. C'est tellement magnifique. Il y a des soirs où on a l'impression que tout est compris. Puis il y a d'autres soirs où on a l'impression qu'on fait strictement la même chose, mais rien n'est compris. C'est fou la différence qu'il peut y avoir d'un soir à l'autre là-dessus. Et qui n'appartient encore une fois pas qu'à la qualité de la représentation, mais à la qualité de la chimie de gens qui sont rassemblés. Florence, Éric parlait de la diversité des âges qui composait une bonne représentation. Je voudrais aborder avec vous la question de la mixité des sexes. En somme, on a vu des représentations du public de la Comédie Française où les femmes sont parfois absentes. Où sont les femmes et quand apparaissent-elles véritablement à l'orchestre Les femmes, elles sont toujours là, mais dans des lieux particuliers, jusqu'à ce que le parterre soit accessible à tous. Elles sont au premier rang des loges quand il faut admirer les belles toilettes des belles dames. Elles sont admirées à distance. Elles peuvent être approchées par ceux qui les connaissent. Il y a aussi cette sociabilité des loges, jadis, qui est décrite d'ailleurs dans les romans, qu'on voit chez Tolstoï dans Guerre et Paix, quand Natacha arrive à l'opéra, on voit qu'elle regarde elle-même les autres dames et qu'elle déduit de leur apparence physique où elles en sont dans leur vie amoureuse ou dans leur vie sociale. Il y a toute cette sociabilité-là, mais qui est protégée par l'espace de la loge, où n'importe qui ne peut pas entrer. Et puis, il y a eu longtemps quand même cette idée que le théâtre était un lieu potentiellement immoral. D'une part parce que les actrices pratiquaient la prostitution, ce qui est vrai. C'est-à-dire que ça a longtemps été, sauf dans le cas des actrices qui étaient mariées au sein de la troupe, par exemple. Il y avait des couples, il y a beaucoup au XVIIe, au XVIIIe siècle et encore au XIXe siècle de couples d'acteurs, de couples de sociétaires. Mais il y avait aussi beaucoup, alors pas seulement à la Comédie Française, dans tous les théâtres, mais de femmes qui complétaient leurs revenus par la prostitution, ne serait-ce que parce que leurs belles toilettes sur scène, elles devaient se les payer elles-mêmes. Ce n'est pas arrivé tout de suite que même la Comédie Française paye les costumes. Alors il y avait une différence entre selon que le costume était un costume historique que l'actrice ne pouvait pas
réutilisé dans la vie courante. Donc là, c'est arrivé plus tôt que la Comédie Française rembourse, paye, finance les costumes, mais en revanche, les costumes de ville que l'actrice pouvait porter, elle était censée se les acheter elle-même. Et donc il y avait aussi une nécessité, il y avait à la fois coutume de la prostitution et puis nécessité. Alors il y a une anecdote célèbre qui en tient lieu, je la tiens de ma collègue Sophie Marchand elle va sortir un livre passionnant sur les anecdotes de théâtre où elle montre que les anecdotes de théâtre, ce n'est pas seulement amusant, alors ça l'est, moi je l'espère, mais c'est aussi, ça dit des choses de la réalité, du rapport entre le public et les acteurs, entre le public et les auteurs, de la théorie du théâtre, au fond. Et pour illustrer cette question-là de la prostitution, cette citation d'une anecdote, un grand seigneur assistant au spectacle dans une ville de province fut touché des larmes de l'amoureux qui ne pouvait décider l'héroïne à se rendre à ses désirs. Alors, oubliant l'endroit où il se trouvait, il s'adressa au comédien en lui criant « Parbleu, pauvre prince, tu me fais pitié, donne-lui seulement 4 pistoles comme j'ai fait tantôt et elle te cédera tout de suite. » Alors, oui, ça nous fait rire, bien sûr, moi la première, mais ça désigne une réalité. Alors, outre la prostitution, il y avait l'idée que le théâtre était immoral de toute façon par nature. Alors ça, au XVIe, au XVIIe siècle, il y a des penseurs théâtrophobes, et notamment au sein du clergé. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'au théâtre, on va rire de la vertu. C'est une idée que partageait Rousseau, d'ailleurs, qui regrette qu'on rit d'Alceste. Que aussi, au théâtre, on imite le geste du créateur, que donc le geste même du comédien est impie, parce qu'il imite la création. Et puis l'idée que le théâtre, c'est un lieu qui excite les émotions féminines, enfin les émotions en général des hommes et des femmes, mais là où c'est particulièrement dangereux, c'est si on excite les émotions des femmes. Et on retrouve encore un petit peu ce préjugé dans la préface de Ruy Blas de Victor Hugo, qui voudrait un théâtre un peu unanime, où est les hommes, c'est ce qu'il appelle les penseurs, où est les penseurs d'un côté, les femmes et la foule de l'autre, sachant que, dit-il, il peut y avoir des penseurs chez les femmes et dans la foule, se réuniraient en réunissant leurs intérêts communs, les femmes particulièrement sensibles à la passion, aux émotions, aux choses du cœur, qui sont attirées par la tragédie, les penseurs qui sont attirés par la comédie, parce que la comédie est satirique, et que donc on peut réfléchir aux vices de ce monde en regardant la comédie, et puis la foule qui aime le mélodrame, parce que le mélodrame, c'est un théâtre d'action qui satisfait les sensations et les yeux. Et d'ailleurs, dans les tableaux du XIXe siècle, j'ai cherché une iconographie contemporaine de cette préface de Hugo, on voit bien les femmes. Ici, c'est un tableau de Boilly qui est conservé au musée de Versailles, au musée Lambinet de Versailles. Les femmes s'évanouir au spectacle du mélodrame ou de la tragédie. Là, en l'occurrence, c'est censé être un mélodrame. Alors, il y avait eu un cas fameux, la pièce de Bellois qui s'appelait Gabrielle de Vergy en 1777, c'est Charline Granger qui me l'a appris, où l'héroïne, voyant arriver le cœur de son amant dans une coupe de sang, part dans une grande crise de nerfs, évidemment, et puis les spectatrices aussi de s'évanouir en chaîne selon un principe de contagion imitative. Il y avait cette idée-là que les femmes pouvaient s'entraîner à l'émotion trop forte, les unes les autres. Et on le voit dans Madame Bovary, la scène où Madame Bovary va au théâtre, enfin va à l'opéra à Rouen, où elle assiste à Lucia della Mer Mort, et où elle est complètement enivrée. Je vous cite un petit exemple. Donc c'est en regardant le ténor qui prend Lucie dans ses bras. Emma se penchait pour le voir, égratignant avec ses ongles le velours de sa loge. Elle s'emplissait le cœur de ces lamentations mélodieuses qui se traînaient à l'accompagnement des contrebasses, comme des cris de naufragés dans le tumulte d'une tempête. Elle reconnaissait tous les enivrements et les angoisses dont elle avait manqué mourir. La voix de la chanteuse ne lui semblait être que le retentissement de sa conscience et cette illusion qui la charmait, quelque chose même de sa vie. Mais
Personne sur la terre ne l'avait aimé d'un pareil amour. Il ne pleurait pas, donc son amant, comme Edgar, le ténor, le dernier soir au clair de lune, lorsqu'il se disait « à demain, à demain ». La salle craquait sous les bravos, on recommença la strette entière. Les amoureux parlaient des fleurs de leur tombe, de serments, d'exil, de fatalité, d'espérance. Et quand ils poussèrent l'adieu final, Emma jeta un cri aigu qui se confondit avec la vibration des derniers accords. « Pourquoi donc, demanda Bovary, son mari, ce seigneur est-il à la persécuter ? Mais non, répondit-elle, c'est son amant. Et elle a beaucoup mieux compris ce qui se passe que Charles Bovary. Donc oui, il y a longtemps eu cette idée que les femmes étaient particulièrement excitables au théâtre. Très bien. Je voudrais vous donner de nouveau la parole, Florence, pour aborder avec nous la question des comportements des publics au fil des époques, avant d'arriver avec Éric à la question de la relation à ce public. Florence, comment se comportait le public de la Comédie Française vis-à-vis non seulement des comédiennes et des comédiens sur scène, mais vis-à-vis également de la représentation? Était-il silencieux, bruyant? Voilà. Pouvez-vous nous dresser ce portrait? Oui, longtemps le public a été très bruyant. On le voit bien dans Cyrano de Bergerac, hein, dans les scènes du début. D'abord, le public avait le pouvoir le public avait beaucoup de pouvoir, hein, et on était fiers, et on était conscient et le revendiquait. D'ailleurs, il avait le pouvoir de choisir les acteurs. Hein, avec la cérémonie des débuts, ce qu'on appelait les débuts, c'est-à-dire que les acteurs qui voulaient entrer, ils passaient quand même devant un comité, hein, mais après, pour les tester, on les faisait jouer dans 3 rôles de différents répertoires, et selon la manière dont le public réagissait, on les engageait finalement ou pas, donc c'était quand même le public qui avait le dernier mot. Le public était très chahuteur, le parterre notamment, mais pas seulement. Les acteurs étaient très souvent interpellés par ce qu'on appelait, alors il y avait même une figure qui portait le nom de plaisant du parterre, hein, c'est-à-dire la personne qui s'autorise à interpeller le public. Alors ce plaisant du parterre, par exemple dans une pièce qui s'appelait Le Doge de Venise, c'est un chef de claque qui nous raconte ça, hein. Il y avait des chefs de claque aussi, ça c'était un moyen aussi de chauffer le public, hein. Ça existe encore aujourd'hui à la télévision par exemple, hein. Mais donc la claque pouvait chauffer le public. Alors un chef de claque qui s'appelait Jules Land raconte, il m'en souvient encore, c'est dans ses souvenirs, qui est un livre extraordinaire. Dans ma jeunesse, j'assistais à la Porte Saint-Martin, mais enfin à la Comédie Française c'était pareil, à la première d'un drame, Le Doge de Venise. À la fin du premier acte, Marino Faliero donnait rendez-vous aux conjurés sur la place Saint-Jean-et-Paul de Venise en leur disant « Séparons-nous, je vous attends 2 heures avant minuit. »« Autant dire 10 heures !» s'écria un plaisant du parterre. Le public prit fait et cause pour le spectateur préférant 10 heures à 2 heures avant minuit, sauf que 2 heures avant minuit, c'est un hémistiche. Une hilarité générale s'empara de la salle. Du parterre au paradis, tout le monde riait, acteurs, spectateurs, jusqu'aux souffleurs et aux pompiers. L'auteur seul ne riait pas sa pièce. Donc ça, il y a énormément d'anecdotes sur cette activité du public qui parfois était même très cruelle avec les acteurs. Dufresne, par exemple, qui était un comédien de la troupe de Molière, sur la fin de sa vie, voici une autre anecdote, hein, racontée par les frères Grimm, qui ont raconté beaucoup d'anecdotes de théâtre. Dufresne avait essuyé quelques dégoûts de la part du public, et c'est ce qui occasionna sa retraite. Il commença un jour son rôle très bas, parce que la situation et le bon sens l'exigeaient. Le parterre lui cria à diverses reprises « Plus haut, plus haut !» Et Dufresne, impatienté, répondit enfin « Et vous, messieurs, plus bas !» Il fut mis en prison. Et lorsqu'il reparut sur le théâtre, le parterre l'obligea de demander pardon à genoux. C'est terrible, hein, c'est terrible. Alors, il y a aussi beaucoup d'anecdotes sur les publics qui sont victimes de l'illusion théâtrale, hein, un peu naïf. Alors, par exemple, ce spectateur de Britannicus,
toujours une anecdote répertoriée, indigné par le rôle de Narcisse, donc dans Britannicus, qui est un conseiller véreux, dans un mouvement de franchise des intérêts, crie au héros « Ne le croyez pas, monsieur, il vient d'en dire autant à monsieur votre frère. » Et Stendhal raconte dans Racine et Shakespeare que lors d'une représentation d'Othello à Baltimore, il y a eu un accident de ce type, je cite Stendhal, l'année dernière, donc août 1822, le soldat qui était en faction dans l'intérieur du théâtre de Baltimore, voyant Othello qui au 5e acte de la tragédie de ce nom allait tuer Desdémone, s'écria « Il ne sera jamais dit qu'en ma présence un maudit nègre aura tué une femme blanche ». Au même moment, le soldat tire son coup de fusil et casse un bras à l'acteur qui faisait Othello. Donc bon, ce sont des exemples que j'ai pris pas forcément dans le public de la Comédie Française, mais c'était le cas à la Comédie Française. Et il y avait aussi la pratique qui consistait à exiger que certains acteurs viennent saluer en dehors de la troupe. Et en principe, ça ne devait pas se faire, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, ça ne se fait jamais. Mais sous l'Empire, Talma, qui était le grand tragédien, et Mademoiselle Duchesnois, qui lui donnait la réplique dans la tragédie, parfois étaient quand même réclamés par le public pour saluer individuellement. Et à part. Et ils le faisaient contre leur gré, parce qu'ils avaient l'esprit de troupe, mais enfin contraints, et puis bon, peut-être flattés aussi, je n'en sais rien, je ne suis pas dans leur cœur. Alors tout ça, ça s'est assagi évidemment progressivement, et ça s'est beaucoup assagi à partir du moment où la salle a été éteinte grâce à l'électricité. C'est l'électricité à la fin du XIXe siècle qui permet d'éteindre la salle et à partir du moment, de différencier très nettement l'éclairage de la scène et l'éclairage de la salle. Et à partir de ce moment-là, quand la salle se retrouve dans le noir, tous les regards deviennent de manière beaucoup plus hypnotique, fascinés par ce qui est sur le plateau. Le public s'assagit, vous nous disiez, Florence, au fil des siècles et notamment grâce à cette fée électricité. Qui va faire son apparition relativement tard à la Comédie Française au regard d'autres scènes parisiennes. En revanche, à la lueur d'une bougie ou d'une petite lampe, on peut s'exprimer, Éric, par écrit. Les spectateurs et spectatrices peuvent vous écrire, alors j'imagine soit par mail, soit manuscrit. Vous répondez à ce public comment se passe en somme la relation que vous entretenez après le spectacle avec les spectateurs et spectatrices? Alors, je reçois évidemment beaucoup plus de courriers en tant qu'administrateur qu'en tant qu'acteur. Il arrive en tant qu'acteur que voilà, des gens nous écrivent, c'est assez... Généralement, il est rare qu'on réponde, mais je sais conduire une maison qui peut paraître impressionnante, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a 450 personnes à la Comédie Française, donc je sais que le réflexe, c'est toujours se dire « on ne me répondra jamais ». Je m'adresse à une administration bien complète qui fait que mon courrier va se perdre et que je me suis aperçu que ce que reçoit comme courrier l'administrateur de la Comédie Française est assez intéressant. Il y en a beaucoup. Ça ne me demande pas énormément de temps non plus, mais je reçois beaucoup de courriers de gens très connaisseurs, d'autres, et puis des courriers quelquefois qui sont des courriers de remerciements, mais la plupart du temps, plutôt des courriers critiques et qui me permettent de mettre un doigt sur le pouls du public, de savoir de quoi il est constitué, quelles sont ses colères. Ça me fait relever certains spectacles par rapport à d'autres aussi. Je peux voir cette chose-là. Et je me suis toujours habitué. J'ai commencé il y a 11 ans et je me suis dit, je vais répondre à tout. Alors, sauf exception, mais j'ai essayé de me tenir à cette chose-là, de répondre à la très jolie lettre d'un élève de 3e qui veut faire son stage et qui me dit je fais du théâtre chez moi, etc. Donc à chaque fois, je lui réponds simplement pour lui dire que j'ai bien reçu son courrier, que je vais le faire passer au service concerné en espérant qu'on aura de la place pour lui.
Je réponds de même façon au ministre aussi, et puis je réponds aussi aux courriers plus violents. Il y a des courriers qui sont quelquefois très violents parce que les gens sont persuadés qu'ils ne seront pas lus. Voilà. Ça arrive très souvent, voilà, donc des gens qui sont persuadés que de toute façon ils s'adressent, c'est comme écrire aux impôts, quoi. Voilà, on n'aura jamais de réponse. Et donc je me suis toujours amusé, j'ai beaucoup écrit à la main, parce que lorsqu'on écrit à la main, les gens savent que c'est vous qui avez répondu. Et qu'on soit tellement, nous, de courriers avec juste « bien à vous » écrit avec un petit paraphe, on s'est fait par les secrétariats, et j'ai jamais voulu faire ça. Je me suis toujours dit, c'est un effort de répondre, mais je trouve que c'est un effort intéressant. Et donc, je me suis beaucoup amusé aussi à voir que des lettres un peu violentes, ou beaucoup de gens qui estiment que la Comédie Française est le temple de la haute culture. Je ne sais pas exactement ce que veut dire la haute culture, ou qui apparemment ont passé des vacances avec certains auteurs classiques dont ils connaissent absolument le fond, voilà, et qui sont persuadés que c'est ça, ce théâtre-là, alors qu'on travaille des fois 1 an sur un projet sur lequel on peut se gourer, évidemment, mais les efforts qu'on fait dramaturgiques de connaissances sont quand même grands. L'éternel, c'est avec nos impôts. Aussi, ça revient beaucoup. Donc de temps en temps, il m'est arrivé au début de recevoir des courriers très violents que je trouvais très injustes et puis surtout très lapidaires. Et je me suis amusé très vite à répondre exactement sur le même ton. Tu veux monter au filet, je sais monter au filet aussi, on va faire ça, et avec des échanges de courriers des fois sur 5-6 échanges qui finissent par s'apaiser totalement. En commençant par « Monsieur, je ne pensais pas que vous alliez me répondre, peut-être ma plume a dépassé ma pensée, que... moi répondant moi-même, peut-être effectivement, mais je peux tout à fait concevoir que blablabla. » Et finalement, c'est plutôt pas mal. Et puis, je me suis aperçu aussi que, comme cette maison peut paraître un petit peu préservée, un peu haute, pas hautaine, mais un peu haute, le fait de répondre finalement... humanise cette maison tout simplement, et donc j'ai tenu à le faire jusqu'à maintenant. Ouais. Est-ce que Puis ça fait des archives pour les... Comme on enregistre tout dans cette maison, j'aurais marqué. Est-ce que Florence et Eric, vous accepteriez de nous lire 2 échanges? Mais oui. L'un écrit par une petite fille d'une dizaine d'années, San, et l'autre. Alors je lis moi la lettre de San. Ah oui. Cher Eric Ruff, je m'appelle San. J'ai eu 9 ans et demi et j'adore le théâtre. Je prends des cours. Je viens souvent à la Comédie Française et j'aime beaucoup. Je vous écris car j'ai vu un spectacle avec des animaux sur scène pendant le Noël des enfants, une colombe et des perroquets. Cela me rend très triste et je voudrais qu'il n'y en ait plus. Car les animaux sont plus heureux en liberté et il ne faut pas les utiliser. Je me demandais si vous accepteriez de ne plus en mettre pour m'aider à soutenir la cause animale. Merci de m'avoir écouté et joyeux Noël. Réponse d'Éric Ruff. J'espère que vous serez reconnaissant de réussir à déchiffrer l'écriture manuscrite d'Éric Ruff. Cher San, je suis sensible à la cause que vous défendez, mais ce n'est pas moi qui fais le choix du spectacle de Noël, c'est le comité d'entreprise de la Comédie Française. Vous avez raison de penser qu'un oiseau est fait pour voler, mais je ne suis pas sûre que ces oiseaux soient malheureux ou maltraités par leur maître. Peut-être entretiennent-ils des relations d'amitié et de respect, comme celles qu'on peut avoir avec un chat domestique. Je l'ignore. Je n'en ai pas la preuve, mais je n'ai pas la preuve du contraire. Je vais y réfléchir et être plus attentif dans le futur. Joyeux Noël, San, amicalement, Éric Ruff. Une autre correspondance de 2018. Monsieur, Madame, je vous écris pour vous faire part de ma déception fréquente au sujet des spectacles de la Comédie Française. Je ne veux pas dire que tous me paraissent mauvais, et les acteurs sont bons, mais je me plains souvent des mises en scène, des décors et des costumes.
Le désir de sobriété affiché dans les textes qu'on nous remet avant le spectacle me paraît un très mauvais argument, car cette sobriété confine à l'indigence. Certains décors ne seraient même pas dignes d'élèves de 6e essayant de monter un spectacle. Si la Comédie Française est dans la misère, il faut chercher des solutions. En outre, quelle est cette manie de plus en plus fréquente de jouer en slip? Voire tout nu. J'ai vu une affiche l'autre jour dans le hall indiquant que certaines scènes de La Nuit des Rois pouvaient choquer la sensibilité de jeunes personnes. Je pense qu'il y a un problème plus grave dont il faudrait réfléchir sur le fond. Sans doute les metteurs en scène n'ont pas résolu le problème de leur sexualité et font comme des petits-enfants qui se mettent tout nus pour bien essayer de comprendre comment ils sont faits. Mais à un certain âge, cela devrait être compris. Pourquoi chercher à exciter les pulsions exhibitionnistes chez les acteurs et les pulsions voyeuristes chez les spectateurs? Personnellement, je n'ai aucun plaisir à cela, et pourtant, étant médecin, le corps humain ne me choque pas dans ma sensibilité, j'en ai assez vu. Mais je vais au théâtre pour rêver, imaginer, voir de la créativité, éprouver des émotions et avoir de quoi penser, me relier à mes sentiments. Il me paraît nécessaire de réfléchir sur le rôle du théâtre, qui devrait suggérer plus que de montrer tout cru. Quand Anne Kessler met en scène La Ronde, c'est remarquable car tout est suggéré et n'est jamais montré. C'est bien plus fort. Mais dans Les damnés, où est la limite du passage à l'acte? Pourquoi ne pas tuer pour de vrai puisqu'on met en scène la perversion sans se gêner? Pourquoi Phèdre a-t-elle besoin de se mettre toute nue? Elle peut séduire encore plus en s'y prenant autrement. Shakespeare devient vulgaire, La Nuit des Rois se sauve grâce aux chanteurs, mais je ne vois pas l'intérêt de jouer en slip. Je ne comprends pas bien que les acteurs se prêtent à ça. Je vous prie de bien vouloir indiquer dans la présentation des spectacles si les acteurs joueront tout nus ou en slip. Ou en short, pour Marivaux. C'est peut-être plus moderne, branché, affranchi, mais alors je n'y viendrai pas. Évitez-moi de m'ennuyer. Avec mes meilleurs sentiments. Réponse. Chère Madame, il n'est pas simple de répondre à votre courrier tant il est à charge. En tant que scénographe, vos critiques m'atteignent particulièrement, moi qui pense avant tout à garder, à nourrir pour nos ateliers de Sarcelles toute leur maîtrise décorative. Avez-vous vu récemment l'éveil du printemps de Wedekind, dont le décor splendide était signé d'un des plus grands décorateurs français, M. Richard Peduzzi? Avez-vous remarqué également la présence amicale et récurrente de M. Christian Lacroix au costume? Je ne sais pas qui sont les élèves de 6e dont le talent équivaut à celui de ces messieurs, mais ils ont bien du talent. Quant à votre remarque sur la misère du français et aux solutions qu'il suffirait de trouver, je vous laisse à vos miraculeuses lapalissades. Pour le reste, si chez vous la sexualité, la nudité sont des thèmes si maîtrisés qu'ils vous ennuient, sachez que vous n'êtes pas nombreux sur votre île de certitude, mais le répertoire, lui, laboure incessamment ce champ obscur. Vous me dites que Shakespeare devient vulgaire? Mais il l'est, madame, ô combien! C'est un poète extraordinaire, mais c'est aussi un auteur pornographe. Révisez vos classiques, mais pas que leurs pages choisies. Je ne ferai pas, chère madame, d'avertissement pour protéger votre pudeur. Que puis-je répondre à votre menace de ne plus venir à la Comédie Française, sinon de la mettre en œuvre? Il y a sans doute ailleurs de quoi combler votre désir de délicate suggestion. Cordialement, Éric Ruff. C'était donc le début d'un échange qui a duré, je crois, 4-5 échanges. Pas devenus copains, mais on s'est dit plein de choses. Plein de choses. Pour conclure, Florence et Éric, je voulais vous interroger sur cette relation ultime entre l'acteur, l'actrice, le spectateur et la spectatrice au moment des saluts selon la terminologie des acteurs et des actrices et aux applaudissements selon la terminologie du public, des spectateurs et des spectatrices. En somme, que se joue-t-il au moment des applaudissements ou des saluts? Je vous donne la parole, Florence et Éric. Pour les spectateurs, évidemment, il s'agit déjà d'exprimer notre admiration à l'acteur ou à l'actrice, ce talent qu'il a de savoir jouer ce que nous ne savons pas jouer, sa capacité à produire l'illusion,
faire advenir l'œuvre aussi, parce que sans l'acteur ou l'actrice, l'œuvre, elle n'est pas encore là. Hein. Proust le disait très bien dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Tant qu'on n'est pas allé au théâtre, on n'a pas encore véritablement eu le théâtre. Je pense qu'aussi les acteurs et les actrices, on leur manifeste une reconnaissance. Alors, à la Comédie Française, il y a ça déjà, peut-être en plus qu'ailleurs, hein, particulièrement exalté qu'ailleurs, qui est que comme on sait qu'on est devant une troupe qui fait société, comme on sait qu'on est devant un modèle un peu républicain de travail en commun, de décisions qui ont été prises ensemble, on a une sorte de modèle éthique qui nous est délivré par la troupe. De manière générale, alors pas forcément qu'à la Comédie Française, mais il y a aussi cet autre modèle éthique qui nous est donné par les acteurs, qui est leur humilité. Alors à la Comédie Française, par exemple, où les plus grands acteurs peuvent aussi très bien jouer, comme le fait Marina Hans dans Le Soulier de satin, une fois qu'elle est morte, enfin une fois que Prouès est morte, elle joue un ministre ou un juge. Voilà. Il y a aussi, je crois, plus peut-être de manière anthropologique, peut-être un petit peu plus profonde, cette décharge émotionnelle qui est la nôtre au moment des applaudissements, puisque pour nous ce sont des applaudissements. Je pense qu'on remercie fondamentalement les acteurs de nous avoir permis de nous délivrer d'un certain nombre d'angoisses aussi à travers l'expérience du théâtre, parce que le théâtre, c'est un endroit où beaucoup de nos peurs sont exorcisées, notre peur de la mort, notre peur de l'abandon, de l'oubli, de ne pas être aimé, enfin toutes ces choses terribles, aventureuses qui arrivent aux personnages et dans lesquelles nous nous projetons. Je pense aussi qu'ils nous ont fait vivre, quand c'est une comédie, la chance de pouvoir nous moquer de nous-mêmes. Je me souviens que quand Christian Eck avait reçu son Molière, il avait parlé de ça, du fait que c'est de nous que nous nous moquons quand nous nous moquons de Monsieur Jourdain. De nous, on se reconnaît en lui, en fait, on ne se moque pas de lui. Moi, je me reconnais bien en lui qui veut apprendre la poésie, qui veut apprendre les armes, qui veut apprendre à danser, qui veut apprendre la prose. On se reconnaît en lui, hein, et je me reconnais dans dans les ridicules des femmes savantes, ou je me reconnais dans l'hypocondrie d'Argan. Et c'est quand même par le biais de l'acteur qu'on a pu exorciser toutes ces choses-là, hein, nos angoisses et nos ridicules. Et puis je crois que dans les applaudissements, il y a aussi qui s'exorcise un petit peu, qui se libère, le partage du trac de l'acteur, hein, parce que les spectateurs vivent aussi avec le trac de l'acteur, qu'ils ont du mal à imaginer, mais enfin, dans lequel ils peuvent aussi se projeter, peur du trou, peur de l'incident. Et donc, au bout du compte, je pense que le moment des applaudissements, c'est un moment de jubilation pour les spectateurs, hein, où s'expriment deux formes de reconnaissance, peut-être dans deux sens différents du mot reconnaissance. D'un côté, reconnaître, c'est-à-dire admettre, professer, qu'on fait corps social avec un public composé d'individus qui peut-être n'ont pas les mêmes idées politiques ou les mêmes orientations de vie que nous. Et donc c'est le moment aussi où on applaudit tous ensemble et où donc on fait corps social tous ensemble. Et puis c'est un moment de reconnaissance aussi pour les acteurs qui m'ont donné à philosopher sans que j'ai besoin de réfléchir, hein, qui m'ont fait comprendre le réel sans m'obliger à y consentir, et puis qui ont été, qui m'ont donné la possibilité de ce que tu appelais tout à l'heure, Éric, le voyage immobile, et qui est aussi, parce que je pense qu'on est un peu sous hypnose quand on est au théâtre, un rêve éveillé. Merci beaucoup, Florence. Et pour vous, Éric Ruff, oui, que se joue-t-il? Beaucoup de coquetterie aussi. Il y a des moments assez uniques quand je parlais de différence entre... Dans Lucrèce Borgia, on le sait, ça se termine par « Gennaro, je suis ta mère ». Voilà, tout le monde connaît cette phrase-là, et de temps en temps, on joue ce spectacle, et « Gennaro, je suis ta mère », noir. Ça part, puis de temps en temps, il y a un rideau qui fait « Gennaro, je suis ta mère », et il n'y a aucun applaudissement qui démarre, donc on est tous derrière le rideau, donc on plaisante en disant « ils sont partis ». On ne sait pas. Cette rétention, ça dépend, c'est assez magique, parce que comme il n'y a plus de chef de claque, on ne lance pas les applaudissements, donc de temps en temps, il est vrai qu'il y a des espèces de
tétanie, de suspension magnifique. Ensuite, on voit aussi au plaisir des spectateurs, il y a des saluts qui sont un peu conventionnels, puis de temps en temps, sur un Cyrano de Bergerac, souvent les gens applaudissent la générosité. Quand le spectacle est très généreux de sa longueur, parce qu'il y a aussi des musiciens, qu'on a vu des danseurs chanter, danser en plus, etc. Là, il y a un vivat qui se fait, c'est rare d'ailleurs. Il y a quelques spectacles qui ont droit à des standing ovations, puis là, la plupart du temps, non, même si c'est très généreux. Nous, de temps en temps, c'est un drôle de truc, parce qu'on se réveille, une phrase là dans le Soulier de Satin qui est très belle, où Camille dit comme c'est bizarre, on est seul sous cette tente et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde et qu'il parle d'un marabout chez qui il était, et puis tout d'un coup il s'est aperçu que dans la tente il y avait une foule innombrable qui écoutait sans rien dire. Et de temps en temps quand on rallume, nous on est comme avec le marabout, on se dit putain il y avait du monde, parce qu'on a pu oublier à force de noir. Moi j'aime bien voir les spectateurs, mais de temps en temps les salles sont totalement noircies, donc on peut les sentir mais on les oublie. On a quelques fous rires de temps en temps, parce que le nombre de fois où on se dit il y a Michel Piccoli dans la salle, c'est pas vrai, il y a Michel Piccoli, et on finit tous par jouer devant Michel Piccoli, et au salut c'est pas lui du tout. mais ça s'est transformé, ça nous arrive un nombre de fois absolument dingue. Et ensuite il y a c'est marrant, tout se joue au salut, tout se joue parce que alors il y a beaucoup de gens maintenant qui n'applaudissent pas mais qui filment, donc à chaque fois on se penche en disant il n'y a pas de logiciel qui fait ça. Voilà. Mais pour les acteurs, moi j'ai eu presque des disputes entre. Il y a des acteurs qui veulent être très sérieux au salut. Certains un peu par coquetterie, qui viennent de jouer quelque chose et ils attendent le 5e salut pour commencer à sourire comme s'ils sortaient de limbe d'émotions, etc. Je les connais bien, c'est pas vrai, c'est juste, c'est totalement fake, cette chose-là, parce que n'importe quel comédien, on peut passer d'une chose à une autre tout le temps, sinon on ne pourrait pas jouer Shakespeare, on ne pourrait pas jouer Hugo, on ne pourrait pas jouer tout ça, on ne tombe pas dans un bain d'émotions, pas du tout, mais il y a cette chose-là, et puis par exemple de parler entre nous et de rire. Moi je sais que j'adore les spectacles où je suis ému, et le rideau se fait, et la personne elle est, waouh, c'est quelqu'un d'autre. Moi, j'adore ça, voir les gens parler, etc., rire, se faire des blagues, s'apostropher, c'est de la vie. Une fois, je suis allé à la Schaubühne, c'était un Shakespeare qui se jouait, Othello, et il jouait dans une piscine avec des acteurs qui se violentaient, des acteurs très vieux, etc. Puis j'étais au premier rang, donc à un moment j'ai pris une petite vaguelette et je me suis dit ah, l'eau est chaude, on est en Allemagne, c'est super. Et puis à un moment vraiment Othello en train de tuer Desdemone a poussé, j'ai pris un petit peu d'eau, mais rien. Mais ils étaient engagés à l'allemande, quoi. Vraiment, ils ne faisaient pas semblant de la tuer, quoi. Ils la noyaient, quoi. C'était très impressionnant. Et puis il a fini, puis juste avant de partir, il m'a fait. Et ça, mais pour moi, je trouve ça. Pour moi, c'est l'art de l'acteur. J'adore voir ça. J'adore voir que quelqu'un d'aussi impliqué a enregistré, que la vague était tombée sur le truc et que dans cette réplique-là, je vais pouvoir juste m'excuser avant de partir. J'adore ça. Donc, le fait de rire au salut, mais je sais que je me suis fait tancer par des sociétaires lorsque j'étais pensionnaire parce que j'étais trop riant et qu'ils voulaient une ordonnance, des saluts un petit peu graves, comme ça. Moi, j'aime bien quand ça switch. Pour le coup, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Et puis, c'est la libération, des fois pour le public. Il va pouvoir se lever et passer à autre chose. Et puis pour les acteurs, parce que on fait des fois des concours de déshabillage de costumes pour être les premiers au bar. Voilà, parce qu'on passe à autre chose. Donc c'est ça qui se joue, ouais. Éric, est-ce que vous accepteriez de nous lire un court extrait du oui, plus beau texte théâtral sur le public, justement, L'échange de Paul Claudel. Paul Claudel que vous mettez en scène actuellement salle Richelieu avec le Soulier de Satin. C'est donc l'échange où Lecce Elbernon est une actrice et Marthe est une jeune paysanne exilée en Amérique. Donc Lecce dit « Moi, je connais le monde. J'ai été partout. Je suis actrice, vous savez. Je joue sur le théâtre. Le théâtre, on ne sait pas ce que c'est. » Marthe répond « Non.
Eh bien, il y a la scène et la salle. Tout est enclos, les gens viennent là le soir et ils sont assis par rangées, les uns derrière les autres, regardant. Quoi, qu'est-ce qu'ils regardent puisque tout est fermé? Non, mais ils regardent le rideau de la scène et ce qu'il y a derrière quand il est levé. Et il arrive quelque chose sur la scène comme si c'était vrai. Mais puisque ce n'est pas vrai, c'est comme les rêves que l'on fait quand on dort. C'est ainsi qu'ils viennent au théâtre la nuit. Je les regarde, et la salle n'est rien que de la chair vivante et habillée. Et ils garnissent les murs comme des mouches jusqu'au plafond. Et je vois des centaines de visages blancs. L'homme s'ennuie, et l'ignorance lui est attachée depuis sa naissance. Et ne sachant de rien comment cela commence ou finit, c'est pour cela qu'il va au théâtre. Et il se regarde lui-même, les mains posées sur les genoux, et il pleure, et il rit, et il n'a pas envie de s'en aller. Et je les regarde aussi. Et je sais qu'il y a là le caissier qui sait que demain on vérifiera ses livres, et la mère adultère dont l'enfant vient de tomber malade, et celui qui vient de voler pour la première fois, et celui qui n'a rien fait de tout le jour. Et il regarde et écoute comme s'il dormait. Merci beaucoup. Merci Marine.